Je vous remercie pour cette invitation et surtout passer dans un concret plutôt de la bioéthique et dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Je suis également responsable au CHU du centre d'assistance médicale à la procréation à la fois sur la partie clinique et biologique. Alors, je vais essayer de répondre partiellement ou surtout de vous expliquer à l'heure actuelle s'il existe des restrictions du droit à l'enfant, surtout au travers de l'évolution des techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors on va faire d'abord une partie historique parce qu'il est important de comprendre comment ont évolué les idées autour de la procréation naturelle pour arriver enfin à ce que sera la procréation assistée, parce qu'à un moment, les deux chemins vont se croiser et ensuite la procréation assistée va totalement diverger des principes de la procréation naturelle. Alors l'histoire de la procréation naturelle débute mal pour la femme. Et ça va durer ceci pendant des siècles, car si l'on reprend les données basées sur les religions qui ont un petit peu encadré l'ensemble des pays occidentaux, eh bien, tout vient de l'homme. La femme n'apporte rien dans la procréation, et tout vient de l'homme, et cela va durer un peu plus loin dans la Genèse, parce que la femme ne sera qu'une partie complètement accessoire de l'homme, et on voit bien sur ce tableau comment Adam est peu motivé par la création de la femme à partir de sa côte, l'une de ses côtes. Eh bien, quand on voit la création d'Ève, on ne peut pas oublier finalement que Ève serait peut-être un premier clone humain, même si sur le plan génétique, elle est complètement différente d'Adam, parce que lorsqu'on va concevoir le premier animal par clonage, eh bien, les chercheurs vont utiliser comme cellule somatique pour la reprogrammation cellulaire une cellule issue d'une glande mammaire. On n'est pas très loin de la côte et donc de l'histoire de la Genèse. Ensuite, eh bien, tout s'aggrave, parce qu'on considère que la procréation naturelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une procréation qui est issue du péché originel, et la femme est coupable dans cette affaire, et dans tous les cas, s'il y a procréation, elle devra enfanter dans la douleur. Eh bien, cette idée que la femme n'intervient peu dans la procréation va durer beaucoup plus longtemps que simplement qu'au cours de la Genèse. Alors il y a quelque chose qui va un peu nous sauver quelque part et qui va mettre en avant une question qui reste encore à l'ordre du jour, c'est celle du mystère de la procréation. Tout le monde s'interroge d'où vient Jésus, c'est-à-dire comment Marie a-t-elle fait pour concevoir cet enfant et comment Joseph a pu accepter la naissance de cet enfant et de devenir le père social de cet enfant sans connaître eh bien, les origines de cet enfant. Eh bien, cette question-là du mystère de la procréation, on va donner naissance à une question fondamentale, c'est le secret qui tourne autour de la procréation naturelle. Pourquoi nos parents ont-ils décidé de nous concevoir? À quel moment de leur vie de couple cette idée est intervenue? Pour un bon nombre d'enfants, cette question ne doit pas avoir de réponse car elle permet à ces enfants de se construire dans la vie. Pour d'autres, la réponse doit être claire et lorsqu'elle n'est pas claire, et on peut le voir que dans le cas de la procréation assistée, elle peut ne pas être claire, eh bien cela peut générer de grandes difficultés par rapport à l'acceptation du père ou de la mère. Alors, de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est toujours l'homme qui est, dans les recherches scientifiques, placé en tête, c'est-à-dire la semence masculine forme l'enfant. La femme n'est qu'un simple réceptacle, et si l'enfant ne vient pas, c'est la femme qui est responsable d'eux. Alors on dit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sachez qu'il y a encore près d'une dizaine d'années, dans la prise en charge des couples infertiles, c'était uniquement la femme qui était explorée et on attendait un bon nombre de temps avant d'envisager tout examen du côté masculin parce qu'on avait toujours cette idée que si grossesse il n'y avait pas, c'est la femme qui était coupable. Alors il y a eu quelques exceptions, c'est-à-dire Galien qui pensait qu'il fallait un mélange de deux semences, d'origine féminine et masculine. Et puis à la Renaissance, avec la découverte de l'anatomie, des organes génitaux internes, des testicules féminins, oui nos ovaires s'appelaient des testicules féminins, puisque tout venait de l'homme effectivement, eh bien la femme contenait l'œuf, sauf que l'œuf ne pouvait se développer que si la semence masculine l'activait. Très vite ces idées vont être laissées de côté et on va conserver uniquement pendant des siècles. Et même Anton van Leeuwenhoek, qui est à l'origine de la mise au point du premier microscope, lorsqu'il va observer ses propres spermatozoïdes, qu'il va appeler animalcules, eh bien, il dira que ces animalcules contiennent tout pour concevoir l'enfant et la femme ne servant qu'au développement de ses enfants à partir de ces spermatozoïdes.
Alors fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, les deux chemins vont se croiser. Les recherches dans le domaine de la procréation naturelle et les recherches dans le domaine de la procréation assistée. C'est certainement la procréation assistée qui a permis de comprendre ce qu'était réellement la procréation naturelle. Alors, Spallanzani essaie de congeler les premiers spermatozoïdes humains en les refroidissant dans la neige et en évaluant les modifications de leur mobilité. Les premières notions de procréation médicalement assistée pratiquées par des médecins interviennent fin du XVIIIe siècle avec la première naissance d'enfants avec spermatozoïdes du conjoint et fin du XIXe siècle avec spermatozoïdes du donneur. Et ceci se développe uniquement et principalement dans les pays anglo-saxons. Car en France, l'insémination avec conjoint et encore plus avec spermatozoïdes de donneur est considérée comme une pratique en dehors du naturel, ne respectant pas principalement les grands fondements religieux. Elle est condamnée non seulement par les religieux, la société en général, mais va l'être condamnée jusque dans les années 60, voire 70, par le Conseil de l'ordre des médecins, car en ce qui concerne le don de spermatozoïdes, on disait souvent que le don de spermatozoïdes était un adultère autorisé. Alors dans les années 50, on peut commencer à congeler et utiliser des spermatozoïdes congelés avec l'obtention de grossesse et la technique va créer le besoin, c'est-à-dire qu'on va envisager de créer les premières banques de spermatozoïdes congelés. Alors tout s'accélère dans les années 70. Le premier événement en France, c'est la création de la première banque autorisée de spermatozoïdes pour mettre en œuvre le don de spermatozoïdes. Et c'est Georges David qui va mener un combat pendant un bon nombre d'années pour faire accepter et sortir de la clandestinité le don de spermatozoïdes. Et à partir de là, eh bien, ce sont les premiers principes éthiques de l'assistance médicale à la procréation qui vont être pris dans les lois de bioéthique quelques années plus tard au travers de la gratuité, le volontariat et l'anonymat du don, qu'on va retrouver également dans les autres types de dons. Eh bien, c'est ces structures qui mettent en œuvre le don de spermatozoïdes qui, dès le départ, imposent ce principe dans la procréation assistée dans le cadre du don en France. Eh bien, l'accélération va intervenir dès lors que le premier enfant va naître par fécondation in vitro, donc en Angleterre, avec Bob Edwards, qui a reçu le prix Nobel de médecine dans ce cadre-là tout récemment. Et puis en France, Jacques Testard, qui est à l'origine de la première conception dans le cadre de la fécondation in vitro, qui est un agronome, chercheur INSERM, et qui a travaillé en partenariat avec un clinicien pour aboutir à cette conception. Et bien dès là, la technique va créer le besoin. On fait la fécondation in vitro, on peut créer des embryons, on accepte de créer le don d'ovocytes. On arrive à congeler des embryons, on envisage de pouvoir donner ces embryons congelés, on crée l'accueil d'embryons. On est capable d'observer des embryons, de les micro-manipuler, de récupérer des cellules embryonnaires, on envisage de créer le diagnostic préimplantatoire. Et puis, on améliore la technique pour répondre aux problèmes d'infertilité masculine avec la technique Dixie, au début des années 90, et fin des années 90 jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qui est en train de se développer, c'est surtout les activités qui vont concerner la conservation des tissus germinaux et la conservation des gamètes. Et ce qui va s'intensifier dans les prochaines années, c'est la conservation des ovocytes. D'une part pour créer des banques d'ovocytes dans le cadre du don, mais encore plus pour répondre à une demande réelle, puisque cette demande finalement va intéresser toutes les femmes de la Terre, c'est-à-dire l'insuffisance ovarienne, qui est le principe physiologique de la reproduction chez la femme, puisque la femme qui est ménopausée est une femme infertile. Et là, se met en place un système qui va être particulièrement lucratif. Alors, dans les années 60, on a essayé de militer pour une sexualité sans reproduction. La reproduction assistée dans les années 80 permet d'envisager une reproduction sans sexualité et depuis les années 90, on peut envisager une reproduction avec sélection, avec cette question de l'eugénisme au travers du diagnostic préimplantatoire qui dans certains pays va jusqu'à l'élimination des embryons de sexe féminin, mais encore plus loin dans le cadre du diagnostic prénatal où effectivement un certain nombre s'opposent même au diagnostic prénatal pour certaines maladies et dans d'autres pays où on va jusqu'au diagnostic prénatal pour envisager l'élimination des embryons fœtus de sexe féminin comme en Inde ou en Chine. Alors, est-ce que la procréation assistée telle que nous l'avons développée au travers de nos découvertes est quelque chose d'original ?
Eh bien non, puisque de nombreux procédés d'AMP sont des adaptations des procédés existant dans diverses espèces animales en reproduction naturelle. La reine des abeilles est inséminée une fois pour toutes et va conserver ses spermatozoïdes pendant des mois, voire des années. Les pucerons vont choisir de se reproduire par clonage lorsqu'ils sont soumis à un environnement particulier. Et l'hippocampe, c'est le rêve pour les hommes puisque l'hippocampe connaît la paternité. Alors, est-ce que tous les modes de parenté existent également? Eh bien, si on reprend certains travaux de Maurice Godelier, eh bien, lui, tous les modes de parenté existent déjà. Ils existent déjà, oui, effectivement, mais dans des sociétés différentes. Or, jusqu'alors, tous les modes de parenté n'existent pas dans la même société. Ce qui veut dire que même si on peut accepter, et ce que l'on va devoir accepter, que tous les modes de parenté vont pouvoir exister dans les années futures, dans nos sociétés occidentales, voire dans le reste du monde, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire essayer d'encadrer la mise en place de ces modes de parenté différents. La filiation elle-même va évoluer, et elle risque demain de ne plus être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, est-ce que l'AMP, c'est un traitement en soi? L'AMP reste un traitement palliatif et toutes les découvertes techniques dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ne font que retarder les recherches dans les connaissances sur l'étiologie de l'infertilité masculine et féminine. On ne peut, à l'heure actuelle, sauf cas exceptionnel, proposer aucun traitement pour permettre aux couples infertiles de pouvoir se reproduire en procréation naturelle. Donc, c'est surtout un artifice technique qui leur est proposé. Alors, sur les enfants qui sont nés d'assistance médicale à la procréation, je dis bien réalisée en France, parce qu'on verra que cela déplace bien nos frontières, eh bien, ça représente près de 22 000 enfants, soit près de 3% de l'ensemble des naissances en France. Et la partie liée à l'AMP dans le cadre du don représente environ 10%, avec une grande part liée au don de spermatozoïdes. Alors, dès les années 80, dès lors que la fécondation in vitro a été possible, les praticiens mettant en œuvre la fécondation in vitro ont voulu répondre d'abord à une demande médicale, mais se sont très rapidement aperçus qu'ils répondaient aussi à une demande d'ordre social. C'est-à-dire, il y avait toute cette question d'un terme que j'aime pas du tout, qui est le projet parental, le devenir de l'enfant, le bien-être de l'enfant à venir, et ils ont donc souhaité eux-mêmes que ces activités puissent être encadrées. Et c'est à partir de là qu'ont commencé les débats éthiques autour de l'assistance médicale à la procréation et qui faisaient intervenir également la multidisciplinarité et qui a abouti en 1994 à la promulgation de la première loi qui n'était pas dite sur la bioéthique, qui était relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. C'est seulement lors de sa révision en 2004 qu'elles porteront le nom de loi relative à la bioéthique. La loi devait être révisée tous les 5 ans. Vous savez, la première fois, il a fallu 10 ans. Ça a été beaucoup plus rapide pour la deuxième révision. Il y a eu des états généraux qui ont duré environ 3 années. Les contributions étaient de diverses sources, qu'il s'agit des contributions des patients, des associations, des philosophes, des éthiciens, des praticiens, etc. Eh bien, il faut savoir que malgré toutes ces contributions, peu de choses ont changé entre 2004 et 2011. Alors, que définit la loi? Il faut savoir que par rapport aux autres activités médicales, nos activités d'assistance médicale à la procréation nous sont clairement indiquées par la loi. C'est-à-dire qu'on nous dit ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Il y a une certaine perte de liberté des praticiens, surtout avec l'évolution actuelle, puisque dans les prochaines semaines, vont être publiés tous les procédés d'AMP qui sont autorisés en France. Et toute modification de procédé ou nouveau procédé devra être validé par l'Agence de la biomédecine et par la Direction générale de la santé. Et là, on va se placer par rapport à la compétition internationale, très probablement avec un handicap en ce qui concerne les recherches réalisées dans la reproduction. La loi définit des grands principes. L'AMP s'adresse à l'homme et la femme formant le couple. C'est-à-dire que c'est interdit aux couples homosexuels, aux femmes seules, aux transsexuels. Elle dit aussi qu'elle s'adresse à des couples vivants. On imagine bien une procréation avec des couples décédés. Il n'empêche que la loi interdit l'insémination post-mortem, le transfert d'embryons congelés post-mortem, parce que la conservation par congélation, elle permet tout, même à une femme de concevoir un enfant alors que son conjoint est décédé. Mais la loi ne l'autorise pas. Elle dit aussi que les membres du couple doivent être en âge de procréer. Alors pour la femme, c'est l'âge de la ménopause ou l'âge de la prise en charge par l'assurance maladie, 43 ans.
Eh bien, pour l'homme, personne n'arrive à s'entendre pour définir l'âge limite de la procréation. Alors certains disent si le chef de service de la structure est un homme, eh bien la limite d'âge va avancer au fur et à mesure que son âge va avancer lui-même. Ce n'est pas sans poser de problème, surtout dans l'utilisation des gamètes conservés. L'AMP a pour but de répondre à un problème d'infertilité, donc une question d'ordre médical, mais aussi d'éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un des membres du couple. Pour pouvoir bénéficier d'une AMP, le couple est soumis à de multiples consentements, des contraintes administratives importantes, encore plus importantes lorsqu'on souhaite avoir recours à un accueil d'embryon où le couple suit finalement une procédure qui est proche de celle de l'adoption, sachant que c'est vrai que peu de couples arrivent à adopter, mais encore plus, un plus faible nombre de couples arrivent à aboutir à une démarche complète d'accueil d'embryon. Alors la loi définit aussi les grands principes de don qui ont été établis déjà avant même sa promulgation, la gratuité, le volontariat et l'anonymat, et vous verrez que cela pose certaines difficultés. Alors peut-on respecter ces règles de bioéthique? Alors dans les années 80, nous nous sommes tous engagés dans une folle course au progrès scientifique dans le cadre de la reproduction assistée pour répondre d'abord à une demande médicale, mais qui ne pourra plus résister longtemps à la demande sociale. Les questions relatives à l'assistance médicale à la procréation vont s'imposer de plus en plus avec la hausse du nombre de couples rencontrant des difficultés pour concevoir, l'élévation de l'âge des femmes souhaitant concevoir et les troubles de la fertilité masculine et féminine induits par les facteurs environnementaux qui malheureusement ne vont faire que s'aggraver dans les prochaines années. La loi de bioéthique française, considérée comme trop conservatrice, est malmenée par une bioéthique aux règles subjectives selon les pays, y compris dans les pays de l'Union européenne qui jouxtent nos frontières. Les lois ne sont pas les mêmes entre les pays. Certains pays n'ont pas de règles bioéthiques. Les couples hétérosexuels qui attendent une réponse immédiate à leurs demandes, surtout dans le cadre de l'AMP avec tiers donneur, s'engagent dans un exil procréatif pour répondre à cette question du bébé à tout prix et sans délai. Les pays destinataires sont proches. Alors on va parler du Danemark, mais il y a les deux pays favoris. Et vous pourrez comprendre ensuite pourquoi ces pays sont favoris, et cela risque de venir de plus en plus, l'Espagne et la Grèce. La Belgique également, et puis on peut aller encore plus loin, dans les pays d'Europe de l'Est, voire encore plus loin vers l'Inde, car les couples cherchent à aller là où le coût sera le moins cher. L'innovation scientifique souvent mise en avant pour justifier de l'activité des centres pratiquant la procréation assistée à l'étranger cache souvent une innovation scientifique contraire à la déontologie scientifique et qui respecte une déontologie purement lucrative et financière. Le projet parental est en aucun cas apprécié et ne parle pas du bien-être de l'enfant à venir. Le prix pour une donneuse d'ovocytes acceptant d'accompagner une femme en Belgique peut grimper jusqu'à 3 000 €. Un don d'ovocytes suivi d'une implantation d'embryon en Espagne, 10 000 €. Ça se négocie à 2 000 € en Roumanie et c'est encore moins cher si on va en Inde. La crise économique et sociale qui secoue l'Europe actuellement favorise le recrutement de donneurs ou de donneuses dans ces pays, utilisant le don de gamètes rémunérés pour survenir effectivement à leurs propres besoins, avec une véritable marchandisation des éléments et produits du corps humain, contraire à nos grands principes éthiques. Les couples français ne respectent pas la loi française en s'adressant à ces pays étrangers. Notre assurance maladie ne fait qu'alimenter en partie ce non-respect de la loi, en accordant une prise en charge partielle de ces actes d'AMP réalisés à l'étranger au titre d'une soi-disant prise en charge de l'infertilité. Alors que la majorité des centres français qui souhaitent mettre en œuvre les activités de don de gamètes n'ont pas suffisamment de moyens pour répondre à la demande. Les demandes d'AMP d'ordre social se basent sur le principe d'égalité. Ils s'adressent d'abord aux couples homosexuels femmes, mais aussi aux hommes, et ces demandes deviennent de plus en plus pressantes. Les couples homosexuels femmes adoptent aussi l'exil procréatif vers les pays qui viennent d'être cités et ces pays qui acceptent l'homoparentalité et le recours à l'AMP pour les couples homosexuels. Alors le grand pays actuel, c'est le Danemark, avec une banque de sperme qui s'appelle Cryos, qui va exporter dans plus de 60 pays dans le monde. On peut imaginer qu'un donneur peut être à l'origine de près de 1000 naissances, alors qu'en France, elle est limitée à 10 par donneur. Donc, voyez un peu la différence.
Ce centre passait d'abord par des cliniques et des praticiens, et puis avec la concurrence internationale, la compétition, et bien maintenant, une femme va directement dans ce centre et peut récupérer des spermatozoïdes sans aucun avis médical particulier. Donc le contexte économique fait cependant choisir des pays dont les tarifs affichés sont plus faibles, et des doutes peuvent exister sur les modalités de recrutement de donneurs et sur les contrôles de ces donneurs. La légalisation du mariage homosexuel en France, et ceci va arriver prochainement, je pense, doit anticiper la demande qui va suivre pour ces couples, celle de pouvoir concevoir sans aller à l'encontre de la loi de la bioéthique. On vient juste de la réviser et on n'a pas pu modifier ce qui va devoir être modifié obligatoirement dans les prochaines années, avec une reconnaissance de l'homoparentalité. Ça veut dire reconnaître qu'un enfant puisse légalement avoir 2 parents du même sexe. Alors s'agira-t-il d'une simple reconnaissance de l'autorité parentale ou d'une véritable filiation pour les 2 membres du couple, sachant qu'à l'heure actuelle, cette reconnaissance de la filiation n'était accordée que pour la femme qui accouchait et pour l'homme qui avait reconnu l'enfant. La question de la femme célibataire est beaucoup plus difficile à débattre. Et surtout, la réponse à cette question ne peut plus mettre en avant la notion de couple, mais plutôt un choix de société pour répondre à un choix de vie personnelle. C'est d'abord ces femmes qui souhaitent faire un bébé tout seul, sans partenaire, mais c'est aussi de plus en plus ces femmes qui oublient de choisir un compagnon pour envisager de faire un bébé. C'est la pression, alors on dit la pression des études supérieures, la pression professionnelle. Je pense qu'il faut à un moment donné savoir trouver une place pour la conception, pour éviter d'arriver à ces choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Cette question est encore plus complexe dès lors qu'elle va concerner des femmes célibataires ou en couple, ménopausée et particulièrement âgée. Donc voici cette femme qui est une écrivain roumaine, professeure, enseignante, qui a pendant 6-7 années, entre 60 et 67 ans, décidé d'avoir recours à double don de gamètes, ovocytes et spermatozoïdes, et qui a accouché à 67 ans de son premier enfant. Alors là, la question est celle du bien fondé d'une telle pratique médicale qui met en jeu la vie de la femme et condamne l'enfant ainsi conçu très rapidement à devenir orphelin, sans père ni mère. Il n'y a aucun exploit scientifique dans un tel procédé, mais un simple assouvissement de ses envies personnelles pour la femme qui va dans le même sens que l'assouvissement des envies financières du praticien qui va les mettre en œuvre. Enfin, il y a la gestation pour autrui qui a pour but, dans une certaine part, de répondre à une demande médicale qui n'est pas autorisée en France d'une femme sans utérus, ou répondre aussi à une demande sociale pressante d'hommes homosexuels ou célibataires, voire de femmes, qui utiliserait une maternité de substitution par souhait personnel pour éviter les contraintes liées à la grossesse. La gestation pour autrui réinvente ce que la femme était considérée au départ dans la procréation, un simple réceptacle, qui enfantera dans la douleur, mais cette douleur ne sera pas uniquement celle de l'accouchement, car personne n'envisage du vécu de la séparation de l'enfant après la naissance et des conséquences éventuelles pour ces femmes. Des circuits ou arrangements clandestins existent en France, ça on le sait très bien. Des circuits officiels au Royaume-Uni, voire aux États-Unis. Mais le pays le plus intéressant actuellement, et ça fait ici la page du Monde il y a quelques mois, du point de vue financier, reste actuellement l'Inde, où des jeunes femmes sont utilisées comme des mères porteuses. Elles vivent pendant toute la période de la grossesse dans un centre spécialité pour s'assurer que l'enfant qui va être ainsi conçu sera de qualité, ainsi elles auront aussi une vie de qualité pendant cette période. C'est un très bon exemple de marchandisation du corps humain. Le coût d'une gestation pour autrui, c'est 5 000 $ en Inde, c'est 10 000 $ aux États-Unis. Alors, l'AMP doit être destinée à venir en aide à une préférence sexuelle, à un choix de vie sexuelle. Ça, c'est une grande question auquel il va falloir répondre. L'ouverture de l'AMP à l'homoparentalité, aux femmes célibataires et pourquoi pas aux hommes célibataires autoriserait le recours à l'AMP à toute personne qui en exprimerait le désir et mettrait en avant une primauté de l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. Dans ces procréations avec tiers donneur avec gestation pour autrui, les conséquences psychologiques, voire physiques du don ou de la gestation sur la personne qui offre ces services ne sont jamais pris en considération, comme celles du couple, de la femme, de l'homme ou de l'enfant à venir à l'issue de ces procréations particulières. Tous les hommes ou les femmes qui se mettent au service des autres sont souvent des jeunes qui ont besoin d'argent pour vivre et qui ont effectué ce geste uniquement à but lucratif sans prendre la mesure de leur acte et de leurs conséquences éventuelles sur leur vie future. La procréation assistée peut tout faire. On est capable de tout faire.
Mais tout est possible dès lors qu'aucune limite n'est exprimée et n'est imposée. Un enfant à tout prix, et surtout, pour les couples, un enfant à n'importe quel prix. Le médecin devient un prestataire de service pour répondre à une véritable clientèle et satisfaire aussi ses propres ambitions financières au lieu de véritables ambitions scientifiques. Aristote définissait la technique comme l'ensemble des actes qui imitent la nature ou permet de réaliser ce que la nature ne peut accomplir. Et Jacques Testard de reprendre ce biologiste français à l'origine du premier bébé FIV qui maintenant se révolte par rapport à toute l'évolution de l'AMP. L'AMP est aussi capable de réaliser ce que la nature ne peut pas accomplir. On devra alors s'interroger sur ce que l'homme veut faire de lui-même. Donc l'AMP est à la fois source d'espérance, mais à mon sens aussi beaucoup de sources d'inquiétude. Alors, c'est vrai que les deux tableaux de Klimt, qui cette année ont fêté son 150e anniversaire, où on a cette image du baiser et du couple, et puis une image séparée de la maternité, où effectivement on place la femme et l'enfant seuls, comme on l'a placé peut-être finalement pendant tous ces siècles, où on représente souvent la femme seule avec l'enfant, sans la présence du conjoint. Et sachez que quand on visite tous ces centres de procréation assistée lucratifs étrangers, j'en ai visité un tout récemment au Danemark, eh bien c'est un peu inquiétant, car l'activité de prise en charge des couples hétérosexuels, qui était majoritaire il y a une dizaine d'années, donc plus de 50% de leur activité, va se réduire dans les 5 prochaines années à 10% de l'activité. 60 à 70% de leur activité va intéresser maintenant les femmes seules. Et là, il faut s'interroger effectivement sur les évolutions potentielles. Je vous remercie.